Lors du dîner de célébration de mon mari, il a pensé que ce serait hilarant de me porter ce toast, je vous présente ma femme. Aucune ambition, aucun plan, elle vit simplement de mon succès. Tout le monde a ri. Pas moi. J'ai souri, levé mon verre, et j'ai dit, profitez-en bien. C'est la dernière blague que tu feras jamais à mes dépens. Puis je suis parti, reprenant tranquillement ma paix. Je vous présente ma femme. Aucune ambition, aucun plan, elle vit simplement de mon succès. Ce sont les mots que mon mari William a prononcés dans un micro au restaurant Marchon devant 30 de ses collègues, clients et cadres. Il tenait une coupe de champagne. Il souriait. Tout le monde riait. J'étais assise à 1 mètre de lui, portant la robe bleu marine que j'avais passé 1 heure à choisir, celle qui me donnait l'air approprié pour son monde d'entreprise. J'avais les mains jointes sur mes genoux. Je ne riais pas. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici et de partager des histoires qui comptent. Si vous croyez que les contributions invisibles méritent d'être reconnues et que la dignité ne devrait jamais être négociable, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide ces histoires à atteindre plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Maintenant, voyons ce qui s'est passé ensuite. 15 ans. C'est le temps que j'ai passé à construire la fondation invisible qui a permis à William Hamilton de devenir le plus jeune vice-président senior de l'histoire d'Ashford Capital. 15 ans de nuit tardive à éditer ses présentations. 15 ans à organiser des dîners où je mémorisais quels clients préféraient le Scotch Single Malt et lesquels avaient besoin que leur ego soit soigneusement caressé. 15 ans de conseils stratégiques qu'il présentait comme sa propre pensée, de gestion du ménage qui le libérait pour travailler 80 heures par semaine, de réseautage social qu'il a plus tard revendiqué comme son propre génie relationnel. Et en un toast, devant tous ceux qui comptaient dans son monde professionnel, il a réduit tout cela à néant. Aucune ambition, aucun plan, vivant simplement de son succès. Je suis Zoé Hamilton. Voici l'histoire de comment j'ai cessé d'être invisible. Mais je dois revenir en arrière. Je dois expliquer comment je suis devenu quelqu'un qui pouvait être si complètement effacé que mon propre mari croyait que l'effacement était la vérité. Je dois vous parler des 15 années qui ont mené à ce micro, à ce toast, à ce moment où tout ce que j'avais construit s'est effondré autour de moi. Ça a commencé petit, comme ces choses le font toujours. Quand William et moi nous sommes mariés, j'avais 28 ans et je travaillais dans l'événementiel pour une entreprise. J'étais doué dans mon travail. Je savais lire les gens, créer des expériences qui faisaient que les clients se sentaient valorisés, gérer les 1000 petits détails qui séparaient un événement réussi d'un événement oubliable. William était un analyste junior chez Ashford Capital avec une ambition qui brûlait plus fort que son poste réel. Il travaillait de longues heures, rentrait épuisé et parlait sans fin de la carrière qu'il allait construire. Nous étions partenaires alors, ou du moins je le croyais. Nous parlions de son travail et du mien. Nous prenions des décisions ensemble. Nous partagions les responsabilités ménagères de manière juste et équilibrée. Mais quand William a obtenu sa première promotion importante et a commencé à voyager 3 semaines par mois, quelque chose a changé. Nous avons eu ce qui semblait être une conversation pratique sur la logistique. Quelqu'un devait être à la maison. Quelqu'un devait gérer l'appartement, payer les factures, s'assurer que nous avions de la nourriture dans le réfrigérateur et des vêtements propres dans le placard. Je gagnais un salaire décent, mais celui de William venait de doubler. Il était financièrement logique que je me retire temporairement de ma carrière. Temporairement est devenu 6 mois. 6 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu permanent si progressivement que je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que ce soit déjà fait. Je me suis dit que je faisais un choix stratégique. La carrière de William avait de l'élan. La mienne pouvait attendre. Nous construisions quelque chose ensemble et parfois, construire ensemble signifiait qu'une personne tenait les fondations pendant que l'autre grimpait. Mon tour viendrait plus tard. Pour l'instant, j'investissais dans notre avenir. Mais l'investissement nécessite la reconnaissance de la valeur. Et la reconnaissance était quelque chose qui a disparu si lentement. Je n'ai réalisé que c'était parti que bien plus tard. Je suis devenu la personne qui savait tout du monde professionnel de William sans y exister officiellement. J'ai appris que Richard Peton, le patron de William, était un homme qui répondait plus à la connexion personnelle qu'à la compétence professionnelle. Il avait une fille nommée Catherine qui participait à des compétitions équestres. Et si vous posiez des questions sur ces compétitions avec un intérêt sincère, Richard parlait pendant 40 minutes et quittait la conversation en vous appréciant. Je me suis assuré que William pose des questions sur Catherine.
Je me suis assuré qu'il se souvienne des détails des conversations précédentes pour que ces questions semblent authentiques plutôt que stratégiques. J'ai appris que le comte Lehon, l'un des clients les plus précieux d'Ashford Capital, était géré par un homme nommé Tom Grayson, dont la femme était obsédée par les bijoux anciens. Lorsque nous avons reçu les Grayson pour dîner chez nous, j'ai porté un bracelet vintage hérité de ma grand-mère et j'ai veillé à mentionner son histoire. Madame Grayson a passé 1 heure à l'examiner, à poser des questions, et à la fin de la soirée, elle m'invitait à la rejoindre à une vente de succession le week-end suivant. Ce dîner s'est traduit par la demande de Tom Grayson pour que William s'occupe spécifiquement de la révision de son prochain portefeuille d'investissement. J'ai transformé notre maison en un atout stratégique sans jamais utiliser ce langage, sans jamais exiger de crédit. Les dîners que j'organisais n'étaient pas seulement des occasions sociales. C'étaient des opportunités soigneusement orchestrées où les collègues et les clients de William se détendaient, nouaient des liens personnels, baissaient leur garde professionnelle. Je planifiais des menus qui impressionnaient sans paraître prétentieux. Je m'assurais que les conversations coulaient naturellement, que personne ne se sentait exclu ou ennuyé, que tout le monde repartait avec le sentiment d'avoir passé la soirée dans un endroit spécial, et que William était quelqu'un qui valait la peine d'être mieux connu. Et tard dans la nuit, après le départ des invités, la vaisselle faite et la maison redevenue silencieuse, je m'asseyais avec William à notre table de salle à manger et l'aidais dans son vrai travail. Il sortait son ordinateur portable et me présentait les présentations qu'il préparait pour le conseil d'administration. Je lisais ses propositions et lui signalais où ses arguments étaient faibles, où son ton était trop agressif, où il avait besoin de plus de données pour étayer ses conclusions. J'avais un don pour voir comment les autres réagiraient à ses idées, pour comprendre quand il devait adoucir son approche ou quand il devait pousser plus fort. Il a commencé à me demander mon avis sur tout, chaque présentation majeure, chaque proposition de client, chaque stratégie de négociation. Je me souviens de la nuit précédant sa présentation sur la fusion de Thornfield, l'affaire de 40 millions de dollars qui allait finalement le faire vice-président senior. Il était 2 heures du matin et il m'a appelé de Denver en panique. Le conseil d'administration n'adhérait pas à son évaluation des risques. Richard Peton pensait qu'il surestimait les avantages. Toute l'affaire était en train de s'effondrer. Je suis sorti du lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il m'a envoyé sa présentation et j'ai passé 3 heures à reconstruire son argumentation. J'ai trouvé les endroits où sa confiance l'avait rendu négligent. J'ai restructuré ses projections financières pour qu'elles semblent moins risquées aux investisseurs conservateurs. J'ai adouci son langage à certains endroits et les renforcé à d'autres. À 5 heures du matin, je lui ai envoyé la version révisée. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard. Sa voix était remplie de soulagement et de gratitude. Il m'a dit que je l'avais sauvé, qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans moi, que j'étais la raison pour laquelle tout cela était possible. Je me souviens m'être senti chaude de fierté, croyant absolument que nous étions partenaires, que son succès était notre succès, que la fondation que je construisais comptait, même si mon nom n'apparaissait jamais sur aucun document d'entreprise ou communiqué de presse. Je le croyais sincèrement. Je le croyais quand je l'aidais à se préparer pour les réunions. Je le croyais quand j'accueillais ses clients, riais à leurs blagues et les faisais se sentir importants. Je le croyais quand je gérais chaque détail de notre foyer pour qu'il puisse travailler 80 heures par semaine sans se soucier de savoir si nous avions du papier toilette ou si les factures étaient payées à temps. Je le croyais quand j'ai abandonné mes propres ambitions de carrière parce que sa carrière avait plus d'élan et plus de potentiel financier. Je l'ai cru jusqu'au moment où il s'est tenu au restaurant Marchon et a dit à 30 personnes que je n'avais aucune ambition, aucun plan et que je vivais simplement de son succès. L'après-midi avant ce dîner, j'avais passé 1 heure à me préparer. J'ai choisi la robe bleu marine parce qu'elle était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, appropriée pour son monde d'entreprise sans essayer de rivaliser avec lui. Je me suis maquillé avec soin. J'ai passé en revue mes notes mentales sur les collègues qui seraient présents, les clients que je devais faire se sentir spéciaux, les sujets à éviter et les questions à poser. Ce n'était pas nouveau pour moi. C'était ce que je faisais depuis 15 ans. William est rentré cet après-midi-là avec une énergie qui me disait que l'affaire était conclue. Son visage était rouge. Sa cravate était desserrée. Il avait ce regard qu'il avait toujours quand quelque chose de grand se produisait, comme s'il venait de conquérir quelque chose d'important et que le monde devait le reconnaître. Il m'a parlé de la signature de Thornfield ce matin-là. 40 millions de dollars. Le plus jeune vice-président senior de l'histoire d'Ashford Capital. Il était fier et excité et pensait déjà au dîner de célébration, à qui serait là, à ce que cela signifiait pour sa trajectoire de carrière. Il m'a embrassé rapidement, distrait,
son esprit déjà passé à autre chose. J'étais fier de lui. Je l'étais sincèrement. Je savais à quel point il avait travaillé dur pour cette fusion. Je le savais parce que j'avais été là à chaque moment de doute, chaque révision tardive, chaque appel téléphonique paniqué quand il pensait que tout s'effondrait. J'avais été sa stratège, son éditrice, sa caisse de résonance. J'avais reconstruit ses arguments, adouci son ton et trouvé les points faibles avant que ses critiques ne le puissent. J'avais mérité la célébration, moi aussi, même si mon nom n'apparaîtrait jamais sur le communiqué de presse. Mais debout dans notre chambre cet après-midi-là, tenant cette robe bleu marine et regardant William taper des messages urgents sur son téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Quelque chose de silencieux sous la fierté et l'anticipation. Quelque chose qui murmurait que j'étais devenu invisible dans mon propre mariage. Que mes contributions ne comptaient que lorsque William en avait besoin et disparaissaient de la mémoire au moment où elles n'étaient plus immédiatement utiles. J'ai ignoré ce murmure. J'ignorais des murmures similaires depuis des mois, peut-être des années. De petits moments qui auraient dû m'alerter sur les dynamiques changeantes, mais que j'ai expliquées parce que les reconnaître aurait signifié affronter des vérités inconfortables que je n'étais pas prête à affronter. William avait commencé à me présenter comme « juste ma femme » lors des événements professionnels plutôt que par mon nom. Il faisait des blagues désobligeantes sur mon manque de carrière formelle, des commentaires qui piquaient, mais que je prenais à la légère pour ne pas paraître trop sensible. J'avais remarqué qu'il restructurait nos finances, déplaçant des investissements sur des comptes à son seul nom. Mais quand j'ai posé des questions à ce sujet, il a expliqué que c'était pour l'optimisation fiscale et j'ai accepté l'explication parce que je lui faisais confiance. Il avait cessé de me demander mon avis sur les questions de travail aussi fréquemment. Il avait cessé de me créditer lorsque les clients mentionnaient à quel point ils appréciaient nos dîners. Il avait cessé de me voir comme autre chose que de la logistique domestique, la personne qui s'assurait que sa vie se déroulait sans heurts pour qu'il puisse se concentrer sur ce qui comptait vraiment. J'ai tout ignoré parce que j'avais investi 15 ans dans ce partenariat. Et reconnaître que le partenariat était devenu unilatéral aurait signifié admettre que ces 15 années n'étaient pas ce que je pensais qu'elles étaient. Cela aurait signifié affronter la possibilité que je m'étais effacé si progressivement et si complètement que même moi, j'avais commencé à croire que je n'apportais vraiment rien de valeur. Mais cette nuit-là, à Marchand, debout devant 30 personnes qui comptaient dans son monde professionnel, William m'a rendu impossible d'ignorer plus longtemps. Il a réduit 15 ans de travail invisible, de réflexion stratégique et de partenariat sincère à une blague. Aucune ambition, aucun plan, vivant simplement de son succès. Et tout le monde a ri. Le voiturier a pris notre voiture, et William a posé sa main sur le creux de mon dos, me guidant vers l'entrée de Marchand comme si j'étais un bagage qui avait besoin d'être dirigé. Le geste semblait affectueux de l'extérieur. Il ressemblait à de la gestion. Le restaurant était exactement ce à quoi je m'attendais d'après les photos que William m'avait montrées plus tôt. Des lustres en cristal pendaient de plafonds si hauts qu'ils créaient leur propre système météorologique. Les murs étaient recouverts d'un tissu qui coûtait probablement plus cher au mètre carré que notre hypothèque mensuelle. Chaque surface brillait d'un vernis qui nécessitait un personnel à plein temps pour l'entretenir. Les autres invités arrivaient déjà. Des hommes en costume sombre qui allaient trop parfaitement pour être du prêt-à-porter. Des femmes dans des robes qui murmuraient « cher » plutôt que de le crier. J'ai reconnu la plupart des visages d'événements précédents de l'entreprise. Il y avait Richard Peton près du bar, le patron de William, tenant ce que je savais sans demander être du scotch single malt. Sa femme Margaret se tenait à côté de lui, portant des diamants qui attrapaient la lumière du lustre et la renvoyaient en petits éclats vifs. L'équipe du comte Lehon était arrivée, Tom Grayson et sa femme Sandra, avec qui je m'étais lié d'amitié autour de bijoux anciens lors d'un dîner que j'avais organisé 8 mois auparavant. Les associés juniors se regroupaient près de l'entrée, leur langage corporel montrant qu'ils comprenaient que ce dîner avait une hiérarchie et qu'ils étaient en bas de celle-ci. William était plein d'énergie d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Il se déplaçait dans la pièce avec une confiance qui frisait la possession, serrant des mains, donnant des tapes sur les épaules et riant à des blagues qui n'étaient probablement pas drôles mais servaient un but social. Je suivais légèrement derrière, souriant et hochant la tête, jouant le rôle que j'avais perfectionné au cours de 15 ans de ces événements. Margaret Peton s'est approchée de moi la première. Elle a regardé ma robe avec le genre d'évaluation qui prend moins de 3 secondes mais enregistre chaque détail. Son sourire était poli et vide. « Zoé, ravi de vous voir. Cette robe est charmante. Très sobre. » Sobre était un code pour « pas assez cher ».
Mais j'avais appris il y a des années que répondre à ces petites piques ne faisait que les rendre plus profondes. J'ai souri en retour avec une égale vacuité. Merci, Margaret. Vous êtes magnifique comme toujours. Elle a touché son collier avec une modestie étudiée et s'est lancée dans une histoire sur la vente aux enchères de charité où Richard l'avait acheté pour elle. J'ai fait des bruits d'écoute appropriés pendant que mon attention dérivait vers William de l'autre côté de la pièce. Il parlait à Richard maintenant. Les deux hommes tenant leur verre et se tenant de cette manière particulière que les hommes qui réussissent ont lorsqu'ils discutent de questions importantes. Richard a dit quelque chose et William a ri trop fort. Le genre de rire qui était censé signaler un accord plutôt qu'un amusement réel. Une femme est apparue à mon coude. Rebecca Chin, l'une des rares collègues féminines au niveau de William. Elle était plus jeune que moi, peut-être 35 ans, avec une intelligence vive dans ses yeux et aucune de la chaleur artificielle que projetaient les autres épouses de cadre. Zoé, n'est-ce pas? Nous nous sommes brièvement rencontrés lors de la retraite d'été. Je me suis souvenu d'elle. Elle avait été gentille d'une manière sincère, posant des questions sur mon expérience dans l'événementiel au lieu de me rejeter immédiatement comme, juste la femme de quelqu'un. Rebecca, oui. Comment survivez-vous? Elle a jeté un coup d'œil à la pièce avec une expression qui suggérait qu'elle trouvait toute cette performance aussi épuisante que moi. Ces dîners sont toujours une telle production. Tout le monde jouant son rôle d'entreprise comme si nous étions tous dans une pièce de théâtre très chère. Son honnêteté était surprenante et rafraîchissante. Je me suis surprise à me détendre légèrement. C'est un peu théâtral. C'est une façon diplomatique de le dire. Elle a siroté son vin et a regardé William et Richard de l'autre côté de la pièce. Votre mari vit un grand moment. L'affaire Thornfield était impressionnante. Une stratégie très agressive, mais elle a payé. J'ai ressenti cette familière lueur de fierté mêlée à quelque chose de plus compliqué. Je voulais lui parler de la session de révision de 3h à 2h du matin. Je voulais expliquer que la stratégie agressive avait été à l'origine trop agressive, que j'avais été celle qui avait trouvé l'équilibre entre la confiance et la réassurance qui avait rendu le conseil d'administration assez à l'aise pour approuver. Mais cela aurait semblé que je m'attribuais le mérite du travail de William. Et les femmes qui faisaient ça à ces événements étaient qualifiées d'amères ou de délirantes. Il a travaillé très dur pour ça, ai-je dit à la place. Rebecca m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la reconnaissance ou peut-être de la sympathie. J'en suis sûr. Le dîner a commencé avec le genre de coordination qui nécessitait un personnel et une planification importants. Nous avons été conduits dans une salle à manger privée où une seule longue table avait été dressée avec plus de couverts que n'importe quel repas ne l'exigeait raisonnablement. Des cartons de table nous indiquaient nos places. J'étais positionné au milieu de la table, assez loin de William pour que nous ne puissions pas avoir de conversation, mais assez proche pour que je puisse le regarder. Rebecca était assise en face de moi, ce qui ressemblait à une petite miséricorde. Les amuse-gueules sont arrivés. C'étaient de minuscules réalisations architecturales qui semblaient avoir été assemblées avec des pincettes sous un microscope. J'ai mangé le mien en 2 bouchées et j'ai immédiatement regretté de ne pas l'avoir savouré plus longtemps parce que j'avais encore faim, et le plat suivant était probablement à 30 minutes. La conversation autour de la table s'est déroulée selon les schémas prévisibles des dîners d'entreprise, analyse de marché, mouvement de la concurrence, tendance de l'industrie, victoire professionnelle racontée avec une modestie stratégique conçue pour paraître humble tout en s'assurant que tout le monde comprenait exactement à quel point l'exploit était impressionnant. Les hommes dominaient la conversation. Les femmes souriaient, hochaient la tête et contribuaient occasionnellement des observations assez polies pour être entendues, mais pas assez substantielles pour interrompre la vraie discussion d'affaires. Je n'avais rien à apporter à tout cela. Non pas parce que je manquais de connaissances ou d'opinion, mais parce que prendre la parole aurait nécessité d'expliquer comment je savais ce que je savais, et cette explication aurait mis William mal à l'aise. Alors, je suis restée silencieuse, j'ai observé et je me suis senti devenir de plus en plus invisible à chaque plat qui arrivait. Richard Peton avait à peine reconnu ma présence lorsqu'il avait salué William plus tôt. Il m'avait regardé comme si je faisais partie des meubles, son attention entièrement tournée vers William et les félicitations qu'il voulait lui adresser. Ce n'était pas personnel, me suis-je dit. Richard ne remarquait tout simplement pas les gens qui n'importaient pas à ses objectifs professionnels. Et je n'importais pas parce que je n'avais ni titre ni position qui me rendait pertinente pour lui. Mais c'était personnel. C'était comme une confirmation de ce que je sentais depuis des mois, que je n'étais devenu rien de plus que la femme de William,
un descripteur plutôt qu'une personne, un accessoire occasionnellement utile pour les événements sociaux, mais fondamentalement sans importance. Le plat principal est arrivé. La conversation a continué sa trajectoire d'entreprise. Et puis William s'est levé. La table s'est immédiatement tue. 30 personnes ont tourné leur attention vers lui avec le genre de concentration que les hommes importants commandent lorsqu'ils décident de parler. William tenait sa coupe de champagne et souriait avec une confiance qui semblait naturelle parce qu'il l'avait pratiquée tant de fois qu'elle était devenue naturelle. J'ai souri aussi. J'étais fier de lui à ce moment-là. Vraiment fier malgré tout ce que je ressentais. Il avait travaillé dur pour ça. Nous avions travaillé dur pour ça. Même si un seul de nous serait reconnu. Je m'attendais au discours standard, gratitude envers l'équipe, reconnaissance du travail acharné et du dévouement. Peut-être, si j'étais chanceuse, une mention du système de soutien qui avait rendu son succès possible. Une vague reconnaissance que derrière chaque homme qui réussit se cache quelqu'un qui soutient les fondations. William a commencé à parler. Sa voix portait facilement à travers la pièce, à l'aise avec l'attention et l'autorité. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir pour célébrer ce qui a été un voyage incroyable. La fusion de Thornfield représente non seulement un accomplissement commercial, mais aussi une validation de la stratégie, de la persévérance et de la vision. Il a fait une pause pour les faits. Les gens ont hoché la tête. Richard a légèrement levé son verre en signe d'approbation. Je n'aurais pas pu faire cela seul. J'ai eu du soutien en cours de route. Mon cœur s'est légèrement soulevé. Peut-être qu'il allait me reconnaître après tout. Peut-être que devant toutes ces personnes qui comptaient dans son monde professionnel, il allait reconnaître que le partenariat signifiait quelque chose, que mes contributions étaient réelles, même si elles n'apparaissaient jamais sur aucun document d'entreprise. William s'est tourné vers moi. Il souriait toujours. Ses yeux ont rencontré les miens, et quelque chose dans son expression a fait se nouer mon estomac d'un avertissement que je ne comprenais pas encore tout à fait. Je veux vous présenter à tous ma femme, Zoé. Il a fait un geste vers moi comme s'il présentait une preuve dans un procès. 30 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Aucune ambition, aucun plan, vivant simplement de mon succès pendant que je fais le vrai travail. Les mots ont atterri avec une force physique. Mon cerveau a essayé de traiter ce que je venais d'entendre. J'ai essayé de trouver une interprétation où ces mots signifiaient autre chose que ce qu'ils signifiaient clairement. Mais il n'y avait pas d'autre interprétation. William venait de réduire 15 ans de travail invisible, de conseils stratégiques et de partenariats sincères à une blague. Il venait de dire à tout le monde dans cette pièce que j'étais sans valeur. Le temps a fait quelque chose d'étrange. Chaque seconde s'est étirée de manière incroyablement longue alors que, d'une manière ou d'une autre, tout s'est passé trop vite pour s'arrêter. J'ai regardé les visages autour de la table réagir par étapes. D'abord la confusion, puis l'incertitude quant à savoir si c'était censé être drôle. Puis, en regardant William et en voyant qu'il souriait toujours, tenant toujours son verre comme s'il venait de porter un toast intelligent, ils ont décidé que ce devait être un humour acceptable. Les rires ont commencé doucement. Des rires nerveux de personnes incertaines si elles étaient autorisées à rire de cela. Puis ils sont devenus plus forts à mesure que d'autres personnes se joignaient, gagnant en confiance les uns des autres. Richard Péan a ri le plus fort, jetant sa tête en arrière comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue depuis des mois. Il s'est essuyé les yeux avec sa serviette. Autour de la table, les gens riaient avec des degrés d'enthousiasme variables. Certains semblaient mal à l'aise mais riaient quand même parce que ne pas rire aurait été pire, aurait créé une tension gênante et les aurait marqués comme ne comprenant pas l'humour d'entreprise. D'autres semblaient vraiment amusés, comme si William avait fait une observation avec laquelle ils étaient tous secrètement d'accord. Je suis resté complètement immobile. Mes mains étaient jointes sur mes genoux. Je sentais mon visage faire quelque chose, mais je n'avais aucune idée de l'expression que je portais. Ma gorge était si serrée que je pouvais à peine respirer. Tous les yeux dans la pièce étaient maintenant sur moi, attendant de voir ce que j'allais faire. Allais-je rire avec eux et prouver que j'étais une bonne joueuse qui pouvait accepter une blague? Allais-je fondre en larmes et confirmer que j'étais aussi faible et sensible qu'ils le soupçonnaient probablement? Allais-je exploser de colère et leur donner à tous une histoire à raconter demain sur la femme folle qui ne supportait pas un peu d'humour? Quelque chose en moi qui s'était plié pendant 15 ans, s'accommodant, s'ajustant et se faisant plus petit pour s'adapter à l'espace que William m'autorisait, a finalement craqué. Mais cela n'a pas craqué en rage, en larmes ou en aucune des réactions auxquelles il s'attendait. Cela a craqué en une clarté absolue.
Je me suis vu exactement comme ces gens me voyaient. Invisible, sans importance, n'existant que comme une extension de l'identité de William, pertinente seulement lorsque je servais un but pour lui. J'ai vu la femme que j'étais devenue, celle qui acceptait des miettes de reconnaissance et se convainquait que c'était un partenariat, qui s'excusait de prendre de la place, qui s'était effacée si complètement que même son propre mari croyait qu'elle n'apportait rien de valeur. Et à ce moment de clarté brutale, j'ai fait un choix qui allait tout changer. J'ai attrapé mon verre de vin. Le mouvement était délibéré. J'ai enroulé mes doigts autour du pied du verre de vin et je l'ai levé assez lentement pour que les conversations autour de moi vacillent et meurent. Le cristal a attrapé la lumière du lustre. 30 visages se sont tournés vers moi avec des expressions allant de la curiosité à l'inconfort en passant par l'anticipation de la scène que j'étais sur le point de créer. J'ai levé le verre plus haut jusqu'à ce qu'il soit au niveau de mes yeux. J'ai regardé directement William de l'autre côté de la table. Son sourire s'était figé, l'incertitude commençant à s'insinuer dans son expression alors qu'il réalisait que quelque chose se passait qu'il n'avait pas scénarisé. Ma voix est sortie stable et claire. Pas forte, mais portant facilement à travers le silence qui s'était installé dans la pièce. Profites-en bien. C'est la dernière blague que tu feras jamais à mes dépens. J'ai pris une gorgée de vin. Il était excellent, coûtait probablement plus cher que ce que j'avais dépensé en épicerie en un mois, et je n'allais pas le gaspiller. J'ai posé le verre avec une précision minutieuse, la base touchant la table avec à peine un son. Puis j'ai ramassé ma pochette là où elle reposait à côté de mon assiette, j'ai reculé ma chaise et je me suis levé. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bruissement des tissus alors que les gens s'agitaient sur leurs sièges. J'ai lissé ma robe, ajusté la sangle de ma pochette sur mon épaule et me suis dirigé vers la sortie. Sans courir, sans sortir en trombe avec une fureur dramatique, juste en marchant avec le genre de calme qui vient de prendre enfin une décision que vous auriez dû prendre il y a des années. Je n'ai pas regardé William. Je n'ai pas reconnu Richard Peton, Margaret ou aucun des collègues qui avaient ri à mes dépens. J'ai simplement traversé la salle à manger, le restaurant principal où d'autres convives ont levé les yeux de leur repas cher, le haut lorgné, et je suis sorti par l'entrée principale dans l'air frais du soir. Dehors, je me suis arrêté sous l'élégant auvent qui s'étendait sur le trottoir. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline inondant mon système par vagues qui faisaient trembler mes doigts et mon cœur battre contre mes côtes. Mais sous la réaction physique se trouvait quelque chose de plus stable, quelque chose qui ressemblait à de la certitude. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une nouvelle note. Si j'allais démanteler mon ancienne vie et en construire une nouvelle, je le ferais avec intention et stratégie plutôt qu'avec un chaos émotionnel. J'avais passé 15 ans à appliquer la précision et la planification à la carrière de William. Maintenant, j'appliquerai ces mêmes compétences à mon propre avenir. J'ai tapé 4 règles avec la même attention méthodique que j'avais autrefois utilisée pour gérer l'emploi du temps de William. Règle numéro 1, ne pas répondre à ses textos ce soir, quoi qu'ils disent. Règle numéro 2, tout documenter, chaque contribution, chaque sacrifice, chaque heure invisible. Règle numéro 3, protéger ce qui est à moi. Règle numéro 4, ne plus jamais confondre être solidaire avec être invisible. J'ai lu les règles 2 fois, puis j'ai ouvert mon application de VTC et j'ai demandé une voiture. Le chauffeur était à 7 minutes. J'ai donné l'adresse de l'appartement de Clara, le seul endroit où je pouvais penser clairement sans que la présence de William ne contamine mon processus de prise de décision. La voiture est arrivée exactement à l'heure. Je suis monté à l'arrière et j'ai fait un petit signe de tête de remerciement au chauffeur. Il n'a pas posé de questions ni fait de petites conversations, ce que j'ai apprécié plus qu'il ne pouvait l'imaginer. J'ai regardé la ville passer par la fenêtre, les lumières se brouillant alors que nous nous déplacions dans la circulation, et j'ai senti la première vraie respiration que j'avais prise depuis des heures remplir complètement mes poumons. L'immeuble de Clara était un modeste 3 étages sans ascenseur dans un quartier qui privilégiait le caractère au luxe. J'ai monté les escaliers jusqu'à son appartement du 2e étage et j'ai frappé doucement. Il était près de 22 heures. Elle dormait peut-être déjà. La porte s'est ouverte en quelques secondes. Clara se tenait là, en pantalon de pyjama et un vieux sweat d'université, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Son expression est passée de la surprise à une inquiétude immédiate en voyant mon visage. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle s'est simplement écartée et m'a tiré dans l'appartement, fermant la porte derrière moi. Elle m'a guidé jusqu'au canapé, a disparu dans la cuisine et est revenue avec un verre d'eau qu'elle m'a mis dans les mains. « Bois », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi dans le fauteuil qu'elle avait hérité de notre grand-mère. J'ai bu.
L'eau était froide et m'a aidé à me reconnecter à mon corps. Clara a attendu avec l'attention patiente qu'elle avait perfectionnée au fil des années à enseigner à des collégiens qui avaient besoin de temps pour trouver leurs mots. William a porté un toast au dîner, ai-je finalement dit. Ma voix semblait étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Devant 30 personnes de son entreprise. Il m'a présenté comme sa femme sans ambition, sans plan, vivant simplement de son succès. L'expression de Clara n'a pas changé, mais ses mains se sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Tout le monde a ri, ai-je continué. Son patron a ri le plus fort. Et je suis resté assise là, réalisant que William croit réellement ce qu'il a dit. Il pense sincèrement que je n'ai rien apporté. Que tout ce qu'il a construit, il l'a construit seul. Les mots ont continué à sortir alors, plus vite que je ne pouvais les contrôler. Je lui ai parlé des années d'effacement progressif, de la façon dont mes contributions avaient été systématiquement diminuées jusqu'à ce que même moi, je commence à croire que je n'apportais rien de valeur au mariage. Je lui ai parlé des nuits tardives à éditer ses présentations, des relations clients que j'avais gérées sans crédit, des conseils stratégiques qu'il avait présentés comme sa propre pensée. Je lui ai parlé de la restructuration financière que j'avais remarquée, des comptes déplacés à son seul nom, de l'acte de propriété dont j'avais été retiré sans discussion. Ma voix s'est brisée plusieurs fois, mais j'ai continué. J'avais besoin de dire ces vérités à voix haute à quelqu'un qui ne les minimiserait pas, ne les expliquerait pas ou ne me dirait pas que j'étais trop sensible. Clara a écouté sans interrompre. Quand j'ai finalement arrêté de parler, épuisée et vidée, elle s'est penchée en avant et a parlé avec le genre de clarté qui vient de voir quelque chose d'évident que tout le monde avait manqué. Tu as été sa directrice des opérations pendant 15 ans sans le titre ni la rémunération. Tout ce qu'il a construit reposait sur l'infrastructure que tu as maintenue. Il est temps de lui envoyer une facture. La métaphore a atterri avec un poids inattendu. Elle avait raison. J'avais effectué un travail sans reconnaissance, construit des systèmes, des relations et des stratégies que William s'était attribuées parce que je n'avais jamais insisté sur la reconnaissance. Je m'étais convaincu que le partenariat signifiait ne pas tenir les comptes, que l'amour signifiait soutenir sans attente de retour. Mais ce que j'avais appelé partenariat était en fait de l'exploitation. Ce que j'avais appelé amour était en fait de l'effacement. Je suis parti, ai-je dit. J'ai levé mon verre et je lui ai dit que c'était la dernière blague qu'il ferait jamais à mes dépens. Puis je suis simplement parti. Clara a souri pour la première fois depuis mon arrivée. C'était un sourire féroce, fier et satisfait. Bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'avais pas encore de réponse complète, mais j'avais le début d'une. Je vais m'assurer qu'il comprenne ce qu'il a perdu. Je vais documenter tout ce que j'ai apporté et m'assurer que ce soit enregistré quelque part où il ne pourra pas l'effacer. Clara s'est levée et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Elle a mis son bras autour de mes épaules et je me suis appuyé contre elle, sentant le soutien qui venait de quelqu'un qui m'aimait sans condition ni attente. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle dit. La chambre d'amis est à toi. Nous allons régler ça ensemble. J'ai passé cette nuit dans la chambre d'amis de Clara, allongé et veillé pendant que mon esprit parcourait des calculs et des souvenirs. Vers minuit, mon téléphone a commencé à vibrer avec des textos entrants. J'avais mis le vibreur en sourdine, mais je pouvais voir l'écran s'allumer à plusieurs reprises sur la table de chevet. Je l'ai pris et j'ai lu les messages sans répondre. William, minuit, où es-tu allé? Pourquoi es-tu parti comme ça? William, minuit 15, tu réagis de manière excessive. C'était une blague. Tout le monde savait que je plaisantais. William, minuit 30, c'est ridicule. Tu m'as mis dans l'embarras devant mes collègues. Rentre à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes. William, 1 heure, je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique. Tu as fait une scène pour rien. William, 1h45, tu es irrationnel. C'est exactement pour ça que les gens ne te prennent pas au sérieux. William, 2h30, très bien. Reste où tu es. Mais c'est puéril et tu le sais. Les messages ont continué pendant les premières heures du matin, passant de la confusion à l'irritation puis à la colère. Mais celui qui est arrivé à 3 heures du matin était le plus révélateur. William, 3 heures, tu me mets dans l'embarras devant mes collègues. Il pose des questions auxquelles je ne devrais pas avoir à répondre sur ma propre femme. Cela nous nuit à tous les deux. Rentre à la maison et nous trouverons comment gérer les dégâts que tu as causés. J'ai lu ce message 3 fois, étudiant chaque mot.
Son embarras comptait. Mon humiliation, non. Mon absence était le problème. Sa dégradation publique de moi n'était qu'une blague que j'avais prise trop au sérieux. Les dégâts que j'avais causés en partant étaient pires que les dégâts qu'il avait causés en réduisant 15 ans de partenariat à une blague. Le message m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont William voyait notre mariage, notre partenariat et moi. Je n'ai répondu à aucun des textos. Au lieu de cela, je les ai tous transférés à mon adresse email, créant les premières entrées de ce qui allait devenir une documentation complète de tout ce qui s'est passé après ce dîner. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle note et j'ai commencé à faire des listes. Chaque relation client que j'avais gérée, chaque présentation que j'avais éditée, chaque dîner qui avait directement mené à des opportunités commerciales, chaque conseil stratégique que j'avais offert et que William avait ensuite présenté comme sa propre idée, chaque sacrifice que j'avais fait pour le libérer pour travailler 80 heures par semaine sans se soucier de la logistique domestique. J'ai écrit jusqu'à ce que mes mains se crispent et que le ciel extérieur commence à s'éclaircir avec l'aube approchante. Quand Clara a frappé doucement à la porte vers 7 heures, j'avais rempli des pages d'exemples détaillés, spécifiques et datés de contributions que William avait effacées de son récit de succès. Clara m'a apporté du café et s'est assise sur le bord du lit pendant que je lui montrais sur quoi j'avais travaillé. C'est une preuve, a-t-elle dit en faisant défiler les listes sur mon téléphone. C'est la preuve que tu ne le soutenais pas seulement. Tu construisais sa carrière à ses côtés. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. La décision s'était cristallisée pendant la nuit. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à m'assurer que cela soit enregistré quelque part d'officiel, quelque part où William ne pourra pas simplement le rejeter ou l'effacer. Clara a hoché la tête lentement. Connais-tu quelqu'un? J'ai pensé aux divers avocats que j'avais rencontrés au fil des ans lors des événements professionnels de William. La plupart d'entre eux étaient des avocats d'affaires qui se rangeraient probablement automatiquement du côté de William. Mais il y avait une personne qui s'était démarquée, qui m'avait donné sa carte il y a des années et m'avait dit d'appeler si j'avais besoin d'aide. Janet Morrison, ai-je dit, me souvenant de la conversation lors d'une retraite d'entreprise il y a 3 ans. Elle est spécialisée en droit de la famille. Elle m'a dit un jour qu'elle souhaitait que plus de femmes se défendent avant que les situations ne deviennent impossibles. J'ai trouvé le numéro de Janet dans mes contacts et j'ai appelé avant de pouvoir douter de ma décision. Le téléphone a sonné 4 fois et je me préparais à laisser un message quand une voix chaleureuse a répondu. Janet Morrison. C'est Zoé Hamilton. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années lors d'une retraite d'Ashford Capital. Vous m'avez donné votre carte et m'avez dit d'appeler si j'avais besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Il y a eu une brève pause. Puis la voix de Janet est revenue, calme et sans surprise, comme si elle s'attendait à cet appel depuis des années. Je me souviens de vous, Zoé. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi-là dans un café appelé Riverside Common, un endroit que j'ai choisi délibérément pour son manque total de vernis d'entreprise. Les tables étaient en bois marqué qui avait absorbé des années de cernes de café et de chaleur d'ordinateur portable. Les chaises ne correspondaient pas. Le sol était en béton. L'éclairage provenait de luminaires dépareillés qui semblaient récupérés de différentes décennies. Personne du monde de William ne mettrait jamais les pieds dans un endroit comme celui-ci, ce qui le rendait parfait pour ce dont j'avais besoin de discuter. Janet est arrivée exactement à l'heure, portant un portefeuille en cuir usé qui suggérait des années d'utilisation. Elle avait la fin de la quarantaine, ses cheveux noirs attachés en un chignon pratique, portant un blazer sur un jean qui réussissait à paraître à la fois professionnel et accessible. Elle a commandé un café noir au comptoir et s'est assise en face de moi avec le genre de présence qui me faisait me sentir à la fois nerveuse et en sécurité. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit en sortant une tablette et un stylet. « Commencez par hier soir. » J'ai raconté le dîner à Marchand, le toast, les rires, ma décision de partir. Les messages textes de plus en plus virulents de William pendant la nuit. Pendant que je parlais, Janet prenait des notes sans m'interrompre, son expression neutre, mais son attention complètement concentrée. Quand j'ai fini, elle a posé son stylet et m'a regardé avec une franchise à laquelle je n'étais pas préparé. « Que voulez-vous réellement de cette situation, Zoé ?» La question m'a prise au dépourvu. J'avais agi purement par dignité blessée et par instinct, passant d'un moment à l'autre sans définir d'objectif clair au-delà de m'assurer que William comprenne qu'il m'avait blessé. « Je ne sais pas », ai-je dit honnêtement. Je sais juste que je ne peux pas retourner à la façon dont les choses étaient. C'est un point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Janet s'est légèrement penchée en avant. Voulez-vous la réconciliation ?
Voulez-vous le divorce? Voulez-vous une compensation financière? Voulez-vous qu'il souffre? Je dois comprendre quel résultat vous donnerait le sentiment que justice a été rendue. Je suis resté assise avec la question, me laissant réellement réfléchir à ce que je voulais au lieu de simplement réagir à ce qui m'avait été fait. La réponse a commencé à se former alors que je parlais, se cristallisant en quelque chose de clair et de spécifique. Je veux de la reconnaissance, ai-je dit lentement. Je veux un décompte de ce que j'ai apporté. Je veux la reconnaissance que je ne vivais pas simplement de son succès, mais que je construisais activement la fondation qui l'a rendu possible. Je veux qu'il comprenne que ce dont il s'est attribué le mérite a été construit sur un travail que j'ai fait sans compensation ni reconnaissance. Janet a hoché la tête et a commencé à taper des notes sur sa tablette. C'est réalisable. La reconnaissance signifie la documentation. Le décompte signifie l'analyse financière. La reconnaissance signifie la création d'un dossier qui ne peut être contesté ou effacé. Elle a levé les yeux vers moi. Nous abordons cela de manière stratégique. Premièrement, nous documentons vos contributions avec spécificité et preuve. Deuxièmement, nous examinons la structure financière de votre mariage pour comprendre quels actifs existent et comment ils ont été contrôlés. Troisièmement, nous considérons quels leviers vous avez au-delà des canaux légaux. Ce dernier point m'a fait faire une pause. Que voulez-vous dire par au-delà des canaux légaux? Les tribunaux sont lents, coûteux et émotionnellement épuisants, a expliqué Janet. Parfois, la pression la plus puissante ne vient pas des juges, mais de la réputation et des conséquences professionnelles. Votre mari travaille dans un monde où l'image et les relations comptent. Si nous pouvons démontrer que son succès professionnel a été construit en partie sur votre travail non rémunéré, cela crée des points de pression qu'un procès seul pourrait ne pas atteindre. L'idée semblait à la fois stratégique et légèrement dangereuse. Mais j'avais abandonné la sécurité en quittant ce restaurant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible au déni confortable. Que dois-je faire? Janet a affiché un document sur sa tablette et l'a tourné vers moi. Nous constituons un dossier. Vous allez devenir une détective enquêtant sur votre propre mariage. J'ai besoin de preuves de chaque contribution que vous avez apportée à la carrière de William. Email, message texte, entrée de calendrier, témoignage si possible. J'ai besoin de la documentation des relations clients que vous avez gérées, des présentations que vous avez éditées, des conseils stratégiques que vous avez fournis. J'ai besoin d'un calendrier des événements sociaux que vous avez organisés, et des résultats commerciaux qui en ont découlé. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé aux années de mai encore dans mon compte, aux textos que je n'avais jamais supprimés, au calendrier que j'avais méticuleusement tenu pour coordonner la vie professionnelle et personnelle de William. Oui, je peux le faire. Bien. Nous devrons également examiner complètement vos dossiers financiers. Compte bancaire, portefeuille d'investissement, acte de propriété, carte de crédit, compte de retraite, tout. Je veux comprendre exactement comment l'argent a circulé dans votre mariage et si William a restructuré des actifs de manière à vous exclure. La réunion a duré 2 heures. À la fin, j'avais une liste de tâches claires et un rendez-vous de suivi prévu pour 2 semaines plus tard. Janet m'a raccompagné à la porte et a posé une main sur mon épaule. Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit. Partir a demandé du courage. S'assurer que vous êtes traité équitablement par la suite demande un autre type de courage. Vous avez les deux. Les 2 semaines suivantes sont devenues une enquête intensive sur ma propre vie. Je me suis assise à la table de salle à manger de Clara avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler méthodiquement des preuves. J'ai commencé par les emails, recherchant des termes clés et des noms de clients, créant des dossiers organisés par catégorie et par date. J'ai trouvé le fil de mai avec Tom Grayson du compte Lewon où j'avais suivi après le dîner chez nous pour envoyer à Sandra des informations sur la vente de succession de bijoux anciens dont nous avions discuté. Tom avait répondu en me remerciant d'avoir pris contact avec sa femme et en mentionnant qu'il avait hâte de travailler plus étroitement avec William sur les prochaines révisions de portefeuille. Ce dîner avait directement entraîné une augmentation des affaires, mais le nom de William était le seul à apparaître sur la documentation de l'entreprise concernant la relation de compte. J'ai trouvé des dizaines de mails où des clients répondaient aux invitations que j'avais envoyées, me remerciant spécifiquement d'avoir rendu les événements accueillants et confortables. Plusieurs ont mentionné qu'ils appréciaient le lien personnel qu'ils ressentaient avec William grâce aux relations que j'avais facilitées. Rien de tout cela n'apparaissait dans aucun dossier officiel des réalisations professionnelles de William. J'ai trouvé les fichiers de présentation que William m'avait envoyés au fil des ans, toujours tard dans la nuit, toujours avec des demandes urgentes de commentaires.
J'avais sauvegardé mes versions éditées avec le suivi des modifications montrant exactement ce que j'avais révisé. Des recommandations stratégiques que William avait mises en œuvre sans créditer leur origine. Des évaluations de risque que j'avais adoucies ou renforcées en fonction de ma compréhension de la prudence de ses membres du conseil d'administration. Des projections financières que j'avais restructurées pour mettre l'accent sur différents aspects en fonction du public. J'ai créé un calendrier détaillé reconstituant 5 ans d'événements sociaux que j'avais organisés. À côté de chaque événement, j'ai noté quels clients ou collègues y avaient assisté et quels résultats commerciaux avaient suivi dans les 6 mois suivants. Le schéma était indéniable. Mon infrastructure sociale était directement corrélée à l'avancement professionnel de William. La documentation prenait des heures chaque jour, mais le travail semblait important d'une manière que rien n'avait semblé important depuis des années. Je construisais la preuve que j'avais comptée, que mes contributions étaient réelles, mesurables et précieuses. Chaque pièce de preuve était une autre brique dans une fondation que William ne pouvait pas rejeter ou expliquer. L'enquête financière était plus troublante. En travaillant avec Janet, j'ai demandé des relevés et des documents de chaque institution financière où William et moi avions des comptes. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. William déplaçait systématiquement de l'argent depuis au moins 18 mois. Le compte chèque joint auquel nous contribuions tous les deux et sur lequel nous tirions avait été vidé à moins de $2000, tandis qu'un nouveau compte à son seul nom montrait des dépôts totalisant plus de $80 000. Le portefeuille d'investissement que nous avions soi-disant construit ensemble sur 15 ans ne portait plus que son nom sur les documents de propriété. En vérifiant les registres de propriété de notre maison de vacances au Colorado, l'endroit où nous avions passé des anniversaires et célébré des promotions, j'ai découvert que mon nom avait été retiré de l'acte il y a 8 mois. Je me suis assise dans le bureau de Janet, regardant les relevés bancaires et les registres de propriété étalés sur sa table de conférence, me sentant physiquement malade. C'est de la violence financière, a dit Janet sans détour. Elle n'a pas adouci le terme ni offert d'euphémisme. Il se préparait à vous marginaliser financièrement depuis un certain temps. Ce n'était pas impulsif. C'était calculé. La preuve a transformé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de mon mariage. En sortant de ce restaurant, j'avais encore un peu d'espoir que le toast de William était un moment de mauvais jugement, que peut-être le confronter à la profondeur de sa blessure pourrait conduire à de véritables excuses et à un changement. Mais les dossiers financiers montraient une préparation intentionnelle pour m'exclure, des actions prises bien avant le toast du dîner. Ce n'était pas une erreur. C'était l'aboutissement d'un effacement systématique. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Janet a organisé les documents en pile nette, ses mouvements précis et méthodiques. Nous pouvons poursuivre cela devant le tribunal de la famille, ce qui prendra des mois et sera émotionnellement épuisant, mais aboutira finalement à une division équitable des biens. Ou nous pouvons créer une pression par d'autres canaux qui pourraient obtenir une résolution plus rapide et avec moins d'exposition publique. Quel genre de pression ? Votre mari travaille dans une entreprise qui valorise la réputation et les relations professionnelles. Si nous pouvons démontrer à son employeur que son succès a été construit en partie sur votre travail non rémunéré, en particulier le travail impliquant des relations clients, cela crée des problèmes de responsabilité professionnelle pour eux. Les entreprises n'aiment pas découvrir que leurs employés se sont attribués le mérite d'un travail effectué par des membres de la famille non rémunérés. Cela soulève des questions éthiques et une exposition juridique potentielle. J'ai regardé les preuves que nous avions rassemblées, pensant à la femme que j'étais il y a 2 semaines, qui aurait été horrifiée à l'idée d'impliquer l'employeur de William dans nos problèmes personnels. Mais cette femme était prête à accepter l'invisibilité en échange de la paix. Je n'étais plus cette femme. Je veux qu'ils comprennent les conséquences, ai-je dit. Je veux des comptes, même si cela doit être public. Janet a souri et j'ai reconnu l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir l'autorisation d'exécuter une stratégie qu'elle avait soigneusement formulée depuis notre première rencontre. Alors, assurons-nous qu'ils comprennent exactement ce qu'il a perdu lorsque vous êtes sortis de ce restaurant. Janet a passé les 3 jours suivants à rédiger la lettre avec une précision chirurgicale. Nous nous sommes rencontrés 2 fois de plus à son bureau pour revoir les brouillons, affinant le langage jusqu'à ce que chaque phrase ait un impact maximal sans sacrifier le ton professionnel. Elle a compris instinctivement que l'émotion affaiblirait notre position, que ce dont nous avions besoin était une documentation présentée avec la même autorité froide que William utilisait dans ses propres communications commerciales. La version finale faisait 3 pages. La première page décrivait mes contributions au succès professionnel de William avec des exemples spécifiques, des dates et des résultats mesurables.
Elle détaillait le dîner où Richard Peton a mentionné pour la première fois la possibilité de la fusion de Thornfield, notant que j'avais organisé l'événement, facilité la conversation et créé l'environnement détendu où les opportunités commerciales émergeaient naturellement. Elle faisait référence à l'appel téléphonique de 2 heures du matin où William a paniqué à propos de sa présentation au conseil d'administration, documentant comment j'avais restructuré son évaluation des risques et adouci son langage pour mettre à l'aise les investisseurs conservateurs. Elle listait les relations clients que j'avais gérées, y compris Tom Grayson du compte Lewon, avec des preuves par email montrant comment ma connexion personnelle avec sa femme s'était directement traduite par une augmentation des affaires pour Ashford Capital. La deuxième page présentait les preuves financières avec le même détachement clinique. Des relevés bancaires montrant un transfert systématique de fonds de comptes joints vers des comptes au seul nom de William. Des registres de propriété documentant mon retrait de l'acte de la maison de vacances du Colorado. Des portefeuilles d'investissement qui avaient été restructurés pour m'exclure de la propriété malgré avoir été constitués avec l'argent de notre mariage. Chaque pièce de preuve était datée et référencée, créant un schéma indéniable de marginalisation financière. La troisième page contenait la proposition. Je voulais une reconnaissance formelle de mes contributions par un règlement financier approprié qui reflétait à la fois une division équitable des biens matrimoniaux et une compensation pour le travail de développement commercial que j'avais effectué sans reconnaissance ni paiement. La lettre se terminait par une date limite. William avait une semaine pour répondre à la proposition, après quoi nous serions obligés de rendre ces informations disponibles par le biais de procédures judiciaires qui deviendraient nécessairement partie du dossier public. La lettre était adressée à William avec des copies à Richard Peton et à 2 autres associés principaux d'Ashford Capital. Elle n'était ni émotionnelle ni accusatrice dans son ton. Elle se lisait comme une proposition commerciale, ce qui la rendait plus puissante car elle traitait mes contributions comme un travail professionnel plutôt que comme un devoir conjugal. Nous avons programmé la livraison pour le jeudi matin à 9 heures, la faisant arriver pendant la réunion hebdomadaire de la direction. Janet a organisé un envoi par courrier certifié pour garantir une réception officielle et créer une documentation de la livraison. Puis nous avons attendu. Le jeudi matin, Janet et moi nous sommes rencontrés dans un autre café, celui-ci plus proche de son bureau. Mon téléphone était posé sur la table entre nous, le volume augmenté pour que nous l'entendions sonner. Janet travaillait sur d'autres dossiers pendant que j'essayais de boire un thé qui n'avait aucun goût parce que ma bouche était trop sèche d'anticipation pour enregistrer la saveur. L'appel est arrivé à 10h15. Le nom de William est apparu sur mon écran et ma main a légèrement tremblé en décrochant le téléphone. Janet a hoché la tête en signe d'encouragement. « Allô, William. Qu'est-ce que tu fous ?» Sa voix était tendue d'une fureur à peine contrôlée, chaque mot sec et dur. « Tu ne peux pas envoyer de lettre à mon entreprise sur notre mariage privé. C'est de la folie, Zoé. Tu as complètement perdu la tête. » J'ai laissé le silence s'étendre pendant 3 secondes complètes avant de répondre. Janet m'avait coaché sur ce point. Le pouvoir de ne pas se précipiter pour combler un silence inconfortable. Tu as rendu notre mariage public quand tu m'as utilisé comme une blague devant 30 de tes collègues, ai-je dit, gardant ma voix égale et calme. Je fournis simplement un contexte qu'il n'avait pas à l'époque. Contexte ? Il bégayait maintenant, la colère laissant place à la panique. Tu essaies de détruire ma carrière pour une blague que tout le monde a comprise comme n'étant pas sérieuse. Richard est furieux. Les associés veulent savoir de quoi il s'agit. Tu me fais passer pour un incompétent. Ça ne me convient pas, ai-je dit, utilisant la phrase que Janet m'avait apprise. Les mots semblaient puissants dans ma bouche, simples et clairs, et ne nécessitant aucune justification. Tu as une semaine pour répondre à la proposition de règlement. Après cela, nous passerons par les voies formelles. Zoé, attends. On peut en parler. Juste toi et moi, sans avocat, sans lettre et sans tout ce drame que tu crées. Rentre à la maison et nous réglerons ça comme des adultes. J'ai failli rire de ça, comme si j'étais celle qui s'était comportée de manière puérile en refusant d'accepter l'humiliation publique avec grâce. La proposition est claire. Tu as une semaine. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse continuer à argumenter. Ma main tremblait plus fort maintenant, l'adrénaline inondant mon système par vagues qui faisaient trembler tout mon corps. Mais sous la réaction physique se trouvait quelque chose de solide et de certain. J'avais fait ce qui devait être fait. Janet a tendu la main sur la table et m'a serré la main une fois fermement. Bien joué. C'était parfait. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email qui m'a surprise plus que l'appel téléphonique de William.
L'expéditeur était Rebecca Chin, la collègue qui m'avait offert un sourire sincère lors du dîner à Marchon. L'objet était simplement « merci ». Je l'ai ouvert avec curiosité et prudence. Chère Zoé, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous contacte. J'ai entendu dire par des canaux de l'entreprise que vous aviez envoyé une lettre documentant vos contributions à la carrière de William. Je ne connais pas les détails et je ne les demande pas. Je voulais juste dire que vous voir sortir de ce dîner avec une telle conviction calme m'a donné le premier véritable espoir que j'ai ressenti depuis des années. J'ai été dans une situation similaire dans mon propre mariage. Mon mari minimise régulièrement mes accomplissements et s'attribue le mérite d'idées que j'apporte. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance parce que nous sommes partenaires et que le partenariat signifie ne pas tenir les comptes. Mais vous voir refuser d'accepter ce récit m'a fait réaliser que je me mentais à moi-même. Seriez-vous disposé à prendre un café? Non pas pour parler de votre situation avec William, mais pour parler de la façon dont vous avez trouvé la force de vous défendre alors que tout dans votre vie vous disait de rester silencieuse. Je comprendrais si vous préférez ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir montré à quoi ressemble la dignité. Rebecca. J'ai lu l'email 3 fois, sentant quelque chose changer dans ma compréhension de ce qui s'était passé à ce dîner. J'avais pensé que ma sortie était purement personnelle, une décision privée concernant mon propre mariage et ma propre dignité. Mais l'email de Rebecca révélait que d'autres femmes avaient observé, pris des notes, trouvé du courage dans mon refus d'accepter l'effacement. J'ai répondu ce soir-là, suggérant que nous nous rencontrions la semaine suivante. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, reconnaissante et soulagée. Au cours des jours suivants, William a essayé plusieurs approches pour reprendre le contrôle de la situation. Les emails ont commencé à arriver le vendredi matin, alternant sauvagement entre un ton apologétique et accusateur. Zoé, je suis désolé que la blague soit mal tombée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu sais à quel point j'apprécie tout ce que tu fais pour nous. Parlons-en sans que les avocats ne compliquent les choses. Puis, 1 heure plus tard, tu es complètement irrationnel à ce sujet. Tout le monde au dîner a compris que c'était de l'humour. Tu es la seule à l'avoir pris au sérieux, ce qui en dit plus sur ton insécurité que sur tout ce que j'ai dit. Puis ce soir-là, je n'arrive pas à croire que tu essaies de détruire ma carrière pour ça. Après tout ce que je t'ai fourni, c'est comme ça que tu me rembourses. En me faisant passer pour un incompétent devant mon entreprise. J'ai transféré chaque email à Janet sans répondre à aucun d'eux. Le schéma était clair. William passait en revue différentes stratégies de manipulation, essayant d'en trouver une qui me ferait reculer. Mais aucune d'entre elles ne reconnaissait ce qu'il avait réellement fait ou ne montrait une quelconque compréhension de la raison pour laquelle son toast avait été si dévastateur. Le samedi après-midi, Clara m'a appelé de sa salle de classe où elle corrigeait des copies. William vient de m'appeler, a-t-elle dit sans préambule. Il voulait que je te parle pour te faire entendre raison. Il a dit que tu étais vindicative et irrationnelle et qu'il voulait juste avoir une conversation pour arranger les choses. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit qu'il avait fait ses choix et qu'il devait maintenant en assumer les conséquences. Je lui ai dit que s'il voulait que tu restes silencieuse sur tes contributions, il n'aurait probablement pas dû annoncer publiquement que tu n'avais aucune contribution digne d'être mentionnée. Puis je lui ai raccroché au nez. J'ai souri malgré la tension qui se nouait dans ma poitrine. Merci. Il a peur, Zoé. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Il n'est pas inquiet de te perdre. Il est inquiet de ce qui arrivera à sa réputation et à sa carrière si les gens découvrent qu'il s'est attribué le mérite d'un travail que tu as fait. Cette vérité s'est installée en moi avec poids. Les tentatives désespérées de réconciliation de William ne visaient pas à me manquer ou à reconnaître ma valeur. Elles visaient à contrôler les dégâts. Le dimanche soir, on a frappé à la porte de l'appartement de Clara. J'étais dans la chambre d'amis en train d'examiner des documents financiers quand j'ai entendu la voix de Clara à travers la porte, ferme et inébranlable. Elle ne veut pas te voir, William. Tu dois partir. Je veux juste lui parler. 5 minutes. Claire, s'il te plaît. C'est entre moi et ma femme. Ta femme, que tu as publiquement humiliée puis systématiquement exclue de tes finances? Cette femme-là? Oh, si tu veux communiquer avec Zoé, tu peux répondre à la lettre que son avocat t'a envoyée. Sinon, tu dois partir avant que j'appelle le gérant de l'immeuble. J'ai entendu la voix de William baisser, suppliante maintenant plutôt qu'exigeante. Il a parlé pendant plusieurs minutes. Ses mots étaient étouffés par la porte, mais le désespoir était clair dans son ton. Clara est restée impassible.
Finalement, j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Clara est venue à la porte de la chambre d'Amy et s'est appuyée contre le cadre. Il avait l'air terrible, a-t-elle dit. Épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis l'arrivée de la lettre. Bien, ai-je dit, et je le pensais. La semaine s'est écoulée lentement. Janet et moi nous sommes préparés à la possibilité que William refuse de négocier, que nous devions engager des procédures formelles et poursuivre cela devant le tribunal de la famille. Mais le mercredi après-midi, son téléphone a sonné avec un appel d'un numéro que nous attendions. Elle a répondu en haut-parleur pour que je puisse entendre. Ici Janet Morrison. Madame Morrison, ici Richard Peton d'Ashford Capital. J'aimerais discuter de la question soulevée dans votre lettre. Seriez-vous, vous et Madame Hamilton, disponibles pour vous rencontrer demain après-midi? Janet m'a regardé de l'autre côté de la petite table du café où nous attendions, son expression calme mais alerte. Elle a désigné son téléphone toujours en haut-parleur entre nous. Nous sommes disponibles demain à 14 h, a-t-elle dit dans le téléphone. Où souhaitez-vous nous rencontrer? L'hôtel Grandview a des salles de conférence que nous utilisons occasionnellement pour des discussions sensibles, a répondu Richard Peton. Sa voix ne portait aucune de la confiance joviale que je me souvenais du dîner à Marchand. 3e étage, salle Laurel. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer les détails. Nous y serons, a confirmé Janet, puis a mis fin à l'appel. Elle m'a regardé avec une expression qui mêlait prudence et quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. C'est bien. Il vient à nous, pas l'inverse. Cela signifie que la lettre a eu l'impact que nous voulions. Que penses-tu qu'il veuille? Ai-je demandé. Contenir la situation avant qu'elle ne devienne un plus gros problème. La question est de savoir ce qu'il est prêt à offrir pour que ce confinement se produise. Elle a fermé son portefeuille et s'est penchée en arrière dans sa chaise. Demain, laisse-moi parler la plupart du temps au début. Tu écoutes et observes. S'il te pose des questions directes, réponds honnêtement mais brièvement. Nous voulons comprendre leur position complète avant de montrer notre jeu. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai continué à imaginer différentes versions de la réunion, différentes choses que Richard pourrait dire, différentes façons dont la conversation pourrait mal tourner. Le matin, j'étais épuisé mais lucide, fonctionnant à l'adrénaline et à la détermination qui m'avaient porté au cours des 2 dernières semaines. Janet est venue me chercher à 13h30. Je m'étais habillé avec soin dans un tailleur bleu marine que Clara m'avait aidé à choisir, professionnel sans être agressif. Nous avons conduit jusqu'à l'hôtel Grandview en silence, toutes deux nous préparant mentalement à ce qui allait arriver. La salle Laurel était exactement ce à quoi je m'attendais. Des murs beige neutres, une table de conférence pouvant accueillir 12 personnes mais dressée pour 4, des fenêtres donnant sur la ville trop haute pour offrir une vue réelle. Le genre d'espace conçu pour des conversations difficiles qui devaient avoir lieu en dehors des environnements de bureaux habituels. Richard Peton est arrivé exactement à 14 h, seul. Il était vêtu d'un costume sombre qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de ma voiture, mais il avait l'air fatigué. Il y avait des rides autour de ses yeux que je n'avais pas remarquées au dîner, et sa présence habituellement imposante semblait diminuer. Il a tendu la main d'abord à Janet, puis à moi. Mademoiselle Morrison, Madame Hamilton. Il a fait une pause, puis s'est corrigé. Zoé, merci de me rencontrer. Nous nous sommes assises en face l'une de l'autre à la table de conférence. Richard a joint ses mains devant lui et a pris une profonde inspiration avant de parler. Je veux commencer par m'excuser pour mon comportement lors du dîner de célébration. J'ai ri de quelque chose qui n'était pas drôle. Je n'ai pas reconnu à quel point les commentaires de William étaient inappropriés, et ma réaction a donné la permission aux autres de traiter la situation comme un humour acceptable alors que c'était tout sauf ça. Ce manque de jugement nuit à mon leadership, et je suis sincèrement désolé. Les excuses semblaient répétées, mais pas d'une manière qui les rendait insincères. Plutôt comme s'il avait soigneusement réfléchi à ce qu'il devait dire et voulait le dire correctement. J'apprécie cela, ai-je dit doucement. Richard a hoché la tête et a continué. Après avoir reçu votre lettre, j'ai passé un temps considérable à examiner la documentation que vous avez fournie. J'ai également passé quelques appels à des clients et collègues clés pour mieux comprendre toute l'étendue de la situation. Il a fait une pause, semblant choisir ses prochains mots avec soin. Je n'avais aucune idée que vous aviez été si essentiel dans la construction et le maintien de plusieurs des relations clients les plus importantes de William. Vous n'étiez pas censé le savoir, ai-je dit. C'était le but.
Quelque chose a vacillé sur le visage de Richard qui aurait pu être de la honte, de la reconnaissance ou les deux. J'ai parlé à Tom Grayson du comte Lehon. Il a mentionné le dîner que vous avez organisé chez vous où lui et sa femme se sont sentis vraiment accueillis et à l'aise. Il a dit que sa femme parle encore de la conversation que vous avez eue sur les bijoux anciens. Il a également mentionné que le lien personnel qu'il a ressenti avec votre famille a été un facteur important dans sa décision d'augmenter son allocation de portefeuille avec nous. Je me suis souvenu de ce dîner. J'avais passé 2 jours à planifier le menu et à faire des recherches sur les intérêts de Sandra Grayson pour qu'elle se sente valorisée et écoutée. William s'était attribué tout le mérite du renforcement de la relation qui avait suivi. J'ai trouvé des commentaires similaires de 3 autres comptes majeurs, a poursuivi Richard. Votre nom est revenu à plusieurs reprises comme quelqu'un qui a fait que les clients se sentent valorisés sur un plan personnel, ce qui s'est traduit par une confiance professionnelle. Ce n'est pas un devoir conjugal, Zoé. C'est un travail de développement commercial qui commanderait une rémunération importante s'il était effectué par quelqu'un que nous avions embauché à cet effet. Janet est restée silencieuse à côté de moi, laissant Richard présenter sa position sans interruption. Je pouvais sentir son attention absorber chaque mot, chaque geste, chaque changement subtil dans son ton. Ashford Capital valorise l'intégrité et le professionnalisme, a déclaré Richard. Ce qui s'est passé à ce dîner est en deçà des normes que nous attendons de notre direction. Plus que cela, votre lettre a soulevé des questions sur le fait de savoir si nous avons créé une culture qui permet aux gens de s'attribuer le mérite d'un travail qu'ils n'ont pas fait, que ce travail provienne de collègues ou de membres de la famille fournissant un travail non rémunéré. Il a sorti un dossier et l'a ouvert sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents qu'il a tournés pour que Janet et moi puissions les lire. Nous aimerions proposer une solution qui répond à vos préoccupations tout en maintenant la discrétion pour toutes les personnes impliquées. Cela vous inclut, Zoé. Nous comprenons qu'il s'agit d'une affaire familiale privée qui est malheureusement devenue publique et nous voulons respecter votre vie privée à l'avenir. Janet s'est légèrement penchée en avant, son attention professionnelle pleinement engagée. Que proposez-vous ? Richard nous a présenté les documents méthodiquement. Le premier était un accord de règlement qui décrivait une compensation financière en 2 parties. La première partie représentait une division équitable des biens matrimoniaux que William avait tenté de restructurer à son seul nom. La deuxième partie était intitulée « Compensation pour conseil en développement commercial » et représentait le paiement pour le travail de relation client que j'avais effectué au cours des 5 dernières années, calculé au taux que l'entreprise aurait payé à un consultant externe pour des services équivalents. Le montant total m'a coupé le souffle. C'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 dernières années à mon poste d'organisation d'événements avant de me retirer de ma carrière. Le deuxième document était une lettre officielle d'Ashford Capital sur papier à en tête de l'entreprise. Elle reconnaissait mes contributions à la facilitation de relations clients clés et à la construction de l'infrastructure personnelle qui soutenait plusieurs comptes majeurs. Elle était soigneusement rédigée pour éviter de créer une responsabilité légale tout en fournissant une documentation claire que mon travail avait une valeur professionnelle. La lettre se terminait en indiquant qu'elle pouvait être utilisée pour mes dossiers professionnels si je choisissais de poursuivre une carrière de conseil ou de développement commercial à l'avenir. Le troisième document décrivait les changements que l'entreprise mettrait en œuvre, une formation obligatoire pour tous les cadres supérieurs sur la conduite professionnelle, les limites appropriées et la reconnaissance des contributions de toutes sources. La formation comprendrait des études de cas, et Richard a reconnu directement que le toast de William au dîner serait l'un de ces cas d'études, bien qu'avec des détails d'identification supprimés. Il y a un autre élément, a dit Richard, sa voix baissant légèrement. Celui-ci est plus difficile à discuter, mais il est important que vous compreniez l'ensemble de la situation. Il a expliqué que le comportement de William avait créé des problèmes de responsabilité pour Ashford Capital. Au-delà du préjudice personnel qui m'avait été causé, il y avait des implications professionnelles. Les relations clients construites en partie grâce à mon travail non rémunéré soulevaient des questions sur l'attribution du crédit et la conduite éthique. La nature publique des commentaires de William lors d'une célébration parrainée par l'entreprise créait un risque pour la réputation. Nous ne mettons pas fin à l'emploi de William, a dit Richard avec précaution. Mais la promotion au poste de vice-président senior n'avancera pas comme prévu. Il restera à son niveau actuel avec plusieurs stipulations. Un coaching de cadres obligatoire axé sur la conduite professionnelle et les compétences interpersonnelles. Des responsabilités réduites face aux clients pendant 6 mois pendant qu'ils terminent le programme de coaching, et une compréhension claire que tout incident futur de cette nature entraînera un licenciement immédiat. Richard a observé mon visage pendant qu'il expliquait cela,
s'attendant peut-être à de la satisfaction ou à de la justification. Je n'ai ressenti aucune de ces choses. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus calme et de plus compliqué. La reconnaissance que les conséquences avaient un poids, que les actions comptaient, que les institutions, lorsqu'on leur présentait une documentation claire du préjudice, réagissaient parfois réellement. William est au courant de ces conditions, a demandé Janet. Il a été informé. Il n'en est pas content, mais il comprend que l'alternative était le licenciement. Il a signé la reconnaissance ce matin. Janet m'a regardé, une question silencieuse dans ses yeux. Je savais ce qu'elle demandait. Était-ce suffisant? Cela représentait-il la reconnaissance et la responsabilité que j'avais demandé? J'ai pensé à la femme que j'étais à ce dîner, assise dans sa robe soigneusement choisie pendant que son mari réduisait 15 ans de partenariat à une blague. J'ai pensé à la documentation que j'avais passé 2 semaines à rassembler, preuve que j'avais compté même si tout le monde agissait comme si ce n'était pas le cas. J'ai pensé à l'email de Rebecca et à la prise de conscience que mon refus d'accepter l'effacement avait donné à d'autres femmes le courage d'examiner leur propre situation. Je veux un ajout, ai-je dit, m'adressant directement à Richard pour la première fois depuis qu'il avait exposé la proposition. La formation que vous mettez en place pour les cadres. Je veux être impliqué dans son développement. Pas publiquement, pas d'une manière qui m'identifie, mais je veux apporter ma contribution sur ce qui est enseigné sur la reconnaissance du travail invisible et l'attribution du crédit là où il est dû. Richard a semblé surpris, mais a hoché la tête lentement. Cela peut être arrangé. Votre perspective serait en fait précieuse pour rendre la formation plus efficace. Janet a sorti son propre dossier et a pris des notes sur les documents que Richard avait fournis. Nous devrons tout examiner en détail avant que ma cliente ne signe quoi que ce soit. Mais préliminairement, cela répond aux principales préoccupations que nous avons exposées dans notre lettre. De combien de temps avez-vous besoin pour l'examen, a demandé Richard. 72 heures, a répondu Janet. Nous vous donnerons une réponse d'ici lundi matin. Richard s'est levé et nous avons suivi. Il a de nouveau tendu la main, d'abord à Janet, puis à moi. Quand il m'a serré la main, il l'a tenue un instant de plus que ce qui était strictement nécessaire. Pour ce que ça vaut, Zoé, je pense que ce que vous avez fait a demandé un courage considérable. Sortir de ce dîner, envoyer cette lettre, refuser de laisser cela être rejeté comme un simple malentendu. Peu de gens auraient la force de se défendre aussi clairement. J'ai croisé son regard et j'y ai vu quelque chose qui m'a surprise. Pas seulement du respect professionnel, mais une reconnaissance sincère de ce que j'avais fait et de ce que cela m'avait coûté de le faire. Merci, ai-je simplement dit. Après le départ de Richard, Janet et moi nous sommes rassises à la table de conférence. Elle a sorti sa tablette et a commencé à prendre des notes détaillées pendant que la conversation était encore fraîche. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais, a-t-elle dit sans lever les yeux de son clavier. Nettement mieux. Ils prennent ça au sérieux parce qu'ils sont vraiment inquiets des implications juridiques et de réputation. Le règlement est-il juste, ai-je demandé. Elle a levé les yeux vers moi, son expression sérieuse. C'est plus que juste. C'est une validation. Ils reconnaissent que votre travail avait une valeur monétaire, pas seulement une signification émotionnelle. Ça compte, Zoé. C'est ce que vous avez demandé. Reconnaissance et décompte. C'est les deux. Nous avons quitté l'hôtel et nous sommes assises dans la voiture de Janet dans le parking pendant quelques minutes avant de retourner à son bureau. J'ai regardé par la fenêtre les piliers en béton et les lumières fluorescentes et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le bonheur exactement, pas le triomphe, quelque chose de plus calme et de plus fondamental. Pendant 15 ans, j'avais été invisible, mes contributions effacées aussi vite que je les faisais. Et maintenant, une entreprise pleine de gens puissants avait mis leur reconnaissance par écrit, avait attaché une valeur monétaire à un travail dont ils avaient bénéficié sans le reconnaître, avait mis en œuvre des conséquences pour la personne qui avait traité mon travail comme sans valeur. Ce n'était pas tout. Cela n'annulait pas les années d'effacement ou l'humiliation de ce toast. Mais c'était quelque chose de réel, de documenté et de permanent. À quoi penses-tu, a demandé Janet doucement. Je pense à la femme que j'étais il y a 3 semaines, ai-je dit. Celle qui aurait eu peur d'envoyer cette lettre parce que cela pourrait mettre William en colère ou nuire à sa carrière. Je ne la reconnais plus. Bien, a dit Janet en démarrant la voiture. Elle méritait mieux que ce qu'elle acceptait. Janet a passé le week-end à examiner chaque clause de l'accord de règlement qu'Ashford Capital avait proposé.
Elle m'a appelé le samedi soir avec des révisions mineures qu'elle voulait demander, des ajustements de langage technique qui renforceraient ma position sans changer fondamentalement les termes. Le lundi matin, elle avait envoyé notre réponse à Richard Peton confirmant que nous accepterions le règlement avec les modifications spécifiées. La signature finale était prévue pour le mercredi après-midi au bureau de Janet. William devrait être présent pour signer les parties de l'accord sur la division des biens matrimoniaux. Janet a suggéré que nous gardions la réunion brève et axée uniquement sur la documentation, la traitant comme la transaction commerciale qu'elle était devenue plutôt que comme une occasion de traitement émotionnel. Je suis arrivé 15 minutes en avance et je me suis assise dans la petite salle de conférence adjacente au bureau principal de Janet. Les murs étaient tapissés de livres de droit qui ne s'ouvraient probablement plus maintenant que tout était numérique, mais ils créaient une atmosphère d'autorité et de permanence qui semblait appropriée. Je m'étais de nouveau habillé de manière professionnelle, le même tailleur bleu marine que j'avais porté pour rencontrer Richard, une armure qui me faisait me sentir compétente et en contrôle. William est arrivé exactement à l'heure. J'ai entendu sa voix dans la réception, formelle et sèche alors qu'il parlait avec l'assistante de Janet. Puis la porte de la salle de conférence s'est ouverte, il est entré et j'ai été surprise de voir à quel point il avait l'air différent. Il avait perdu du poids. Son costume flottait légèrement sur sa silhouette d'une manière qui suggérait que la perte de poids s'était produite rapidement et récemment. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Sa présence habituellement imposante, la confiance qu'il avait toujours précédée dans les pièces, semblait diminuer. Il semblait plus petit d'une manière ou d'une autre, comme si quelque chose d'essentiel avait été enlevé et qu'il n'avait pas encore compris comment compenser l'absence. Janet est entrée derrière lui et a fermé la porte. Elle a fait signe à William de s'asseoir en face de moi à la table de conférence, se positionnant à la tête où elle pouvait nous observer tous les deux. « Merci à vous deux d'être ici », a dit Janet, son ton professionnellement neutre. Nous avons 3 documents qui nécessitent des signatures aujourd'hui. Je vais passer en revue chacun d'eux brièvement avant de procéder. Elle a étalé les papiers devant nous, expliquant l'accord de division des biens matrimoniaux, la reconnaissance de la compensation pour le développement commercial et la lettre officielle d'Ashford Capital. William a écouté sans regarder les documents, son attention fixée sur moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Quand Janet a terminé son explication et a demandé si nous avions des questions, William a parlé pour la première fois. « Pourquoi fais-tu ça, Zoé ?» Sa voix était calme, sincèrement confuse plutôt qu'en colère. Janet a commencé à intervenir pour rediriger la conversation vers la documentation, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Tu as détruit ce que nous avons construit quand tu as décidé que mes contributions étaient invisibles, » ai-je dit, gardant ma voix stable et calme. Je m'assure simplement qu'elles soient enregistrées avec précision avant de clore les livres sur ce mariage. C'était une blague, a dit William, mais sans la conviction qu'il avait mise derrière ces mots dans ses précédents textos et appels téléphoniques. Je ne le pensais pas de la façon dont tu l'as pris. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu crois que je n'ai rien apporté de valeur. Tu crois que ton succès est entièrement ta propre création. Et quand ma lettre a documenté à quel point cette croyance était fausse, tu étais plus soucieux de protéger ta carrière que de reconnaître le mal que tu as causé. William a baissé les yeux sur les documents étalés sur la table entre nous. Sa main s'est dirigée vers eux, puis s'est arrêtée, planant avec incertitude. Tout ce que j'ai construit, tout ce que nous avons construit. C'est juste le détruire. Non, ai-je dit, et j'ai senti l'observation de Clara sur ma voix différente se cristalliser à ce moment-là. Je ne m'excusais pas, ne me qualifiais pas, n'adoucissais pas. Je déclarais simplement la vérité. Tu l'as détruit au moment où tu as décidé que je valais moins qu'un rire de tes collègues. Je m'assure juste que la destruction soit documentée correctement. Pour la première fois, j'ai vu une véritable compréhension traverser le visage de William. Pas l'acceptation, pas l'accord, mais la reconnaissance que je ne revenais pas, qu'aucune excuse ou négociation ne restaurerait ce qu'il avait négligemment démoli avec ce toast. Sa main a légèrement tremblé alors qu'il prenait le stylo que Janet lui offrait. Il a signé chaque document avec des mouvements qui semblaient mécaniques, sa signature moins fluide que d'habitude. Quand il a fini, il a posé le stylo et m'a regardé une dernière fois. « Je ne savais pas », a-t-il dit doucement. « Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Je pensais. Je pensais que tu gérais juste la maison. Je n'ai pas réalisé que c'était du travail. » L'aveu flottait dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait lui demander comment il avait pu être si aveugle. Comment 15 ans de partenariat avaient pu le laisser si complètement ignorant de ce que j'apportais.
Mais j'ai réalisé que la question n'avait plus d'importance. Son ignorance n'était pas mon problème à résoudre. Maintenant, tu sais, ai-je simplement dit. Janet a raccompagné William à la porte après qu'il ait signé le dernier document. Je les ai entendus parler brièvement dans la réception. La voix de Janet, professionnelle et ferme, alors qu'elle décrivait les prochaines étapes pour transférer les actifs et finaliser les documents. Puis la porte s'est fermée et il est parti. Janet est revenue dans la salle de conférence et s'est assise en face de moi. « Comment te sens-tu » ? Plus légère, ai-je dit, me surprenant de la précision du mot. Comme si je venais de poser quelque chose de très lourd que je portais depuis longtemps. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Rebecca pour un café dans un petit magasin près de son bureau. Elle avait suggéré de se rencontrer pendant son heure de déjeuner, se réservant du temps dans un emploi du temps qu'elle admettait être trop chargé pour être durable. Quand elle est arrivée, elle avait l'air polie et professionnelle d'une manière que je reconnaissais de mes propres années à jouer la compétence tout en me sentant invisible en dessous. Nous avons commandé des boissons et trouvé une table près de la fenêtre. Pendant les premières minutes, la conversation était maladroite, toutes deux incertaines de la manière de commencer. Puis Rebecca a posé son café et a parlé avec une soudaine franchise. Mon mari m'a dit hier soir que je devrais être reconnaissante qu'il tolère ma carrière. Ce sont ses mots exacts. Tolère, comme si mon travail était un passe-temps ennuyeux qu'il doit supporter plutôt que la chose qui paie la moitié de nos factures. Les mots lui sont sortis alors, des histoires qui reflétaient les miennes avec des détails différents mais le même schéma sous-jacent. Son mari s'attribuant le mérite d'idées qu'elle apportait lors de leur conversation sur son entreprise. Faisant des commentaires désobligeants sur son salaire étant inutile plus qu'il gagnait plus, suggérant que son stress professionnel était auto-infligé parce qu'elle pourrait simplement démissionner si le travail était trop exigeant. Traitant ses réalisations professionnelles comme des menaces à son identité plutôt que des célébrations qu'il pourrait partager. Vous voir sortir de ce dîner m'a donné le premier véritable espoir que j'ai ressenti depuis des années, a déclaré Rebecca. Pas l'espoir que les choses s'amélioreraient comme par magie, mais l'espoir que je pourrais réellement faire quelque chose à ce sujet, que je n'avais pas à accepter simplement d'être diminué. Nous avons parlé pendant 2 heures, bien après qu'elle ait dû retourner au travail. Je me suis surprise à partager non seulement ce qui s'était passé, mais ce que j'avais appris sur la documentation, les limites et la reconnaissance de sa propre valeur. Je lui ai donné les coordonnées de Janet et lui ai parlé du processus de constitution de preuves qui ne pouvaient être rejetées ou expliquées. À la fin de la conversation, Rebecca avait fait des listes sur son téléphone des contributions qu'elle avait apportées à l'entreprise de son mari, des comptes financiers qu'elle devait examiner, des conversations qu'elle devait documenter. Elle avait l'air différente quand elle est partie, comme si quelque chose avait changé dans la façon dont elle se tenait. « Merci », a-t-elle dit avant de retourner à son bureau, de m'avoir montré à quoi ressemble le refus d'un rasoir. Ce week-end-là, j'ai dîné chez Clara. Elle avait fait des pâtes avec trop d'ail comme nous l'aimions toutes les deux et avait ouvert une bouteille de vin probablement trop chère pour un samedi soir décontracté, mais qui semblait approprié pour ce que nous célébrions. À mi-chemin du dîner, Clara a posé sa fourchette et m'a regardé avec une expression d'observation attentive. « Tu parles différemment maintenant », a-t-elle dit. « Ta voix porte une confiance qui n'était pas là avant. Tu ne t'excuses pas avant de faire des déclarations. Tu ne qualifies pas tout avec peut-être ou je pense ou si ça a du sens. Tu dis simplement ce que tu penses. » J'y ai pensé, reconnaissant la vérité dans son observation. Quelque part dans le processus de lutte pour la reconnaissance, j'avais cessé de chercher la permission de prendre de la place. Le changement avait été si progressif. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que Clara le nomme. « Tu as aussi arrêté de vérifier constamment ton téléphone », a poursuivi Clara. « Quand nous sommes ensemble maintenant, tu es réellement là. Avant, une partie de toi était toujours ailleurs, anticipant les besoins de William, attendant son approbation ou gérant une crise invisible que toi seul pouvais voir. » Elle avait raison. L'hypervigilance qui avait défini mon mariage s'était évaporée si complètement. Je n'avais même pas enregistré son absence. Je ne sursautais plus lorsque des notifications arrivaient. Je ne vivais plus dans l'anticipation des exigences, des humeurs ou des demandes de quelqu'un d'autre. Clara a levé son verre de vin, à la femme que tu deviens. Elle est assez remarquable. J'ai levé mon verre pour rencontrer le sien, sentant l'émotion me serrer la gorge. À la famille qui te voit même quand tu disparais. Au-delà du traitement émotionnel et des négociations de règlement, il restait le travail banal mais nécessaire de la séparation réelle.
J'ai trouvé un appartement d'une chambre dans un quartier de l'autre côté de la ville que j'avais toujours aimé mais où je n'avais jamais vécu parce que William préférait les zones plus proches de son bureau. L'appartement avait de hautes fenêtres qui laissaient entrer une bonne lumière et un petit balcon où je pouvais boire mon café du matin en regardant le quartier se réveiller. Le déménagement est devenu un exercice de sélection intentionnelle. J'ai passé en revue notre ménage commun systématiquement, ne prenant que ce dont j'avais besoin et laissant derrière moi tout ce qui me semblait contaminé par qui j'avais été dans ce mariage. La vaisselle chère que nous avions reçue en cadeau de mariage est restée. Les œuvres d'art que William avait choisies pour les murs sont restées. Les meubles qui avaient été arrangés pour répondre à ses préférences sont restés. J'ai pris la courte pointe de ma grand-mère, mes livres, ma cafetière et les quelques objets qui me semblaient vraiment miens plutôt que nôtres. L'appartement semblait dépouillé quand j'ai fini de déménager, presque vide. Mais le vide semblait propre plutôt que manquant. C'était un espace qui attendait d'être rempli de choix que j'ai fait pour moi-même. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon seul nom, établissant une infrastructure financière complètement séparée de tout ce à quoi William avait accès aux connaissances. J'ai demandé une carte de crédit qui construirait un historique de crédit indépendant de nos comptes communs. J'ai changé mon adresse postale, j'ai mis en place les services publics et j'ai créé des systèmes pour gérer ma vie qui ne nécessitaient l'avis ou l'approbation de personne d'autre que moi-même. Chaque tâche pratique ressemblait à une récupération, comme la construction des fondations d'une vie où j'étais l'architecte plutôt que la structure de soutien pour la vision de quelqu'un d'autre. Le travail était fastidieux, de la paperasse, des appels téléphoniques et de petites décisions sur les fournisseurs d'accès Internet et l'assurance locataire. Mais c'était satisfaisant d'une manière qui m'a surprise. C'était la preuve concrète que je construisais quelque chose de nouveau plutôt que de simplement fuir quelque chose de douloureux. Le premier soir dans l'appartement, je me suis assise par terre avec de la nourriture chinoise à emporter parce que je n'avais pas encore acheté de meubles pour le salon et j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. L'espace était à moi. Les choix étaient les miens. L'avenir, quelle que soit sa forme, serait construit par moi. L'appartement semblait différent 6 mois plus tard. Ce qui avait commencé comme étant clairsemé et presque vide s'était progressivement rempli de choix intentionnels. Une table de salle à manger que j'ai achetée chez un artisan local qui fabriquait des meubles à la main. Des étagères assemblées un samedi après-midi pendant que Clara commentait et offrait du vin. Des œuvres d'art d'un vernissage auquel Rebecca m'avait invité, des pièces qui me parlaient plutôt que de correspondre à une esthétique prédéterminée que William aurait approuvée. Je me tenais à cette table de salle à manger un mardi matin, mon ordinateur portable ouvert sur des documents de planification d'entreprise que j'affinais depuis des semaines. Hamilton Strategic Partners. Le nom semblait juste. Mon nom, mon travail, mon identité séparée de l'ombre de quiconque. Le cabinet de conseil que je construisais se concentrait sur quelque chose dans lequel j'avais découvert que j'étais vraiment doué. Aider les cadres à développer les compétences de gestion stratégique des relations qui séparaient les bonnes carrières des carrières exceptionnelles. Mes 3 premiers clients étaient venus grâce à des recommandations d'anciens collègues de William, des personnes qui avaient été témoins de ma contribution et voulaient un soutien similaire pour leur propre trajectoire professionnelle. L'ironie ne m'a pas échappé. Les compétences que j'avais minimisées comme étant simplement de soutien pendant 15 ans se traduisaient directement par une expertise professionnelle commercialisable que les gens étaient prêts à payer des honoraires substantiels pour y accéder. Je comprenais la psychologie du client d'une manière qui allait au-delà du réseautage superficiel. Je pouvais lire une pièce et identifier quelles relations avaient besoin d'être entretenues, quels partenariats avaient un potentiel inexploité, quelles connexions étaient transactionnelles et lesquelles pouvaient devenir véritablement collaboratives. Je savais comment construire des relations authentiques qui servaient des objectifs commerciaux sans paraître manipulatrices ou performatives. Je pouvais fournir des conseils stratégiques qui tenaient compte à la fois des objectifs professionnels et de la complexité humaine. Le travail me satisfaisait d'une manière que je n'avais pas anticipée. La reconnaissance était explicite plutôt qu'implicite. La rémunération était juste plutôt qu'invisible. Le mérite du succès m'appartenait sans ambiguïté. Lorsque les clients me remerciaient de les avoir aidés à naviguer des relations professionnelles difficiles ou à sécuriser des partenariats importants, ils me remerciaient directement. Mon nom apparaissait sur les factures, les contrats et les remerciements. Je construisais quelque chose qui ne pouvait être effacé ou attribué au génie de quelqu'un d'autre. L'idée de l'atelier est née d'une conversation avec Rebecca autour d'un café. Elle avait mentionné que son entreprise cherchait quelqu'un pour animer une session sur la dynamique des partenariats professionnels et se demandait si je serais intéressé. J'ai développé un atelier de 2 heures qui s'ouvrait sur mon histoire. Le dîner de célébration,
Le toast qui a réduit 15 ans de partenariat à une blague, la décision de partir avec dignité. La réponse m'a surprise par son intensité. Le premier atelier que j'ai animé comptait 20 participants. La moitié d'entre eux sont restés après pour partager leurs propres histoires de travail invisible, de contributions non reconnues, de se sentir essentiels et pourtant en quelque sorte aussi remplaçables. Plusieurs ont demandé si j'offrais du coaching individuel. 3 ont demandé que j'anime le même atelier pour leurs organisations. J'ai affiné le contenu et j'ai commencé à proposer l'atelier mensuellement. Le public a grandi. Des professionnels ambitieux qui voulaient éviter de prendre leur système de soutien pour acquis. Des partenaires qui avaient fourni un travail invisible et avaient besoin de la permission de se défendre. Des gestionnaires qui essayaient de créer des cultures de travail qui reconnaissaient toutes les formes de contribution. Mes interventions s'ouvraient toujours sur l'histoire du dîner. Je leur parlais de m'être assise à 1 mètre de William pendant qu'il annonçait à 30 personnes que je n'avais aucune ambition, aucun plan, que je vivais simplement de son succès. Je décrivais le choix que j'ai fait à ce moment-là, non pas de me recroqueviller, d'exploser ou de rire avec ma propre dégradation, mais de revendiquer la dignité et de m'éloigner de tout ce qui exigeait que je sois invisible. Les gens ont répondu à l'honnêteté. Après chaque atelier, les participants faisaient la queue pour me parler. Ils partageaient leurs expériences. Ils demandaient des conseils sur la documentation, les limites et la reconnaissance de leurs propres valeurs. Ils exprimaient leur gratitude pour avoir validé des sentiments qu'ils pensaient déraisonnables ou égoïstes. Une femme dans la quarantaine m'a dit qu'elle avait édité les articles universitaires de son mari pendant 20 ans pendant qu'il publiait sous son seul nom. Un homme dans la trentaine a décrit avoir géré toute l'infrastructure sociale pour le cabinet médical de sa femme pendant qu'elle disait à ses collègues qu'elle était trop occupée pour le réseautage personnel. Une jeune femme a expliqué comment son partenaire s'attribuait le mérite d'idées commerciales qu'elle apportait lors de leur conversation du soir. J'ai réalisé que ma vengeance n'avait jamais été de détruire William. Il s'agissait de reprendre le contrôle du récit, de m'assurer que l'histoire de notre mariage comprenait un décompte précis de qui avait construit quoi. Il s'agissait de refuser de laisser mes contributions être effacées de l'histoire simplement parce qu'elles se sont produites en coulisses. 10 mois après le dîner, j'ai reçu un email des organisateurs du sommet du leadership féminin, une conférence régionale qui attirait plusieurs centaines de participants chaque année. Ils avaient entendu parler de mes ateliers et voulaient savoir si je serais intéressé à prononcer le discours d'ouverture sur la navigation des partenariats professionnels et le maintien de l'identité dans des rôles de soutien. J'ai accepté avant de me laisser envahir par la peur qui accompagnait l'invitation. Ce n'était pas un petit atelier avec 20 personnes. C'était une scène avec un éclairage professionnel et des centaines de femmes qui s'attendaient à de la substance, de la perspicacité et de la clarté. Je me suis préparé pendant des semaines, affinant mon discours jusqu'à ce que chaque mot semble délibéré et mérité. La nuit précédant la conférence, j'ai à peine dormi, repassant le discours dans mon esprit et me demandant si j'avais l'autorité pour me tenir sur cette scène et parler de ces sujets. Le matin du discours d'ouverture, je me tenais en coulisses, écoutant ma présentation. L'organisatrice de la conférence a énuméré mes qualifications, fondatrice de Hamilton Strategic Partners, consultante auprès de cadres de grandes entreprises, spécialiste de la gestion stratégique des relations et de la reconnaissance du travail invisible. Les mots sonnaient étrangers, comme si elle décrivait quelqu'un d'autre, mais ils me décrivaient. C'était qui j'étais devenu. Je suis monté sur cette scène et les lumières étaient assez vives pour que je ne puisse voir clairement que les premières rangées. Des centaines de visages me regardant avec attente et attention. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé du dîner, du toast, de la décision de partir. J'ai expliqué ce que j'avais appris sur les limites, la documentation et la simple affirmation que je ne participerais plus à mon propre effacement. J'ai parlé de la découverte que être solidaire ne nécessitait jamais d'être invisible, que le partenariat signifiait une reconnaissance mutuelle plutôt que le sacrifice d'une personne permettant la gloire d'une autre. Les applaudissements qui ont suivi étaient différents des commentaires des ateliers. Ils étaient plus forts, plus soutenus, portant un poids qui m'a serré la poitrine d'une émotion que je n'avais pas anticipée. Quand le son s'est finalement estompé et que les femmes ont commencé à faire la queue pour me parler, j'ai compris quelque chose de fondamental. Mon choix de quitter ce dîner a eu des effets d'entraînement que je n'aurais pas pu prédire. D'autres femmes observaient. Elles prenaient des notes sur ce à quoi ressemblait la dignité. Elles trouvaient le courage d'examiner leur propre situation et de se défendre. Une femme aux cheveux gris et aux yeux bienveillants m'a dit qu'elle soutenait la carrière politique de son mari depuis 30 ans pendant qu'il la présentait lors d'événements comme « Juste ma femme ». Elle allait commencer à documenter ses contributions demain.
Une jeune femme a expliqué qu'elle était sur le point d'accepter une demande en mariage de quelqu'un qui rejetait régulièrement ses ambitions de carrière. Après avoir entendu mon discours, elle a réalisé qu'elle devait avoir des conversations difficiles avant de prendre cet engagement. Une cadre dans la cinquantaine a déclaré qu'elle avait minimisé ses contributions d'assistance exactement de la manière que j'avais décrite. Elle allait changer la façon dont elle reconnaissait le travail qui rendait son propre travail possible. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise à ma table de salle à manger, examinant le calendrier sur mon ordinateur portable. Il était rempli de rendez-vous de consultation, de réservations d'ateliers, d'invitations à des conférences, un travail que j'avais choisi, une rémunération que j'avais négociée, une reconnaissance que j'avais méritée par mes propres moyens. Sur le mur en face de mon bureau était accrochée une photographie encadrée de la conférence. J'étais en plein discours, prise dans un moment où je faisais un geste pour souligner un point, avec des centaines de visages attentifs visibles dans le public. Sous la photo, j'avais écrit une seule ligne à l'encre noire propre, « Je suis parti, j'ai construit mieux ». Rien dans ma nouvelle vie n'était fragile ou incertain. Ni mes revenus, qui provenaient de clients qui appréciaient mon expertise et payaient des tarifs justes pour cela. Ni ma réputation, qui était construite sur un travail que je pouvais documenter et revendiquer sans qualification. Ni mon estime de soi, qui ne dépendait plus de la reconnaissance ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. William avait pensé que ce toast ferait rire à mes dépens. Ce qu'il a réellement fait, c'est me donner une clarté parfaite sur qui j'avais permis de devenir et qui j'étais capable d'être à la place. L'humiliation qui était censée me mettre à ma place m'avait plutôt montré que je méritais une place entièrement différente. La vengeance qui comptait le plus n'était pas sa souffrance, mais mon épanouissement. Pas la destruction, mais la construction. Pas l'amertume, mais la satisfaction nette de savoir que j'avais récupéré chaque partie de moi-même qu'il avait essayé de diminuer. J'ai pensé à la femme que j'étais à ce dîner, portant sa robe bleu marine soigneusement choisie et ses mains jointes, attendant de voir si elle s'effondrerait ou exploserait sous le poids de l'humiliation publique. J'aurais aimé pouvoir lui dire ce que je sais maintenant. Que partir n'était que le début. Que la dignité ne consistait pas à faire preuve de grâce sous pression, mais à refuser d'accepter une pression conçue pour vous rendre petit. Que la dernière blague avait été la sienne, mais que chaque réussite après serait entièrement la sienne. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rebecca. Elle venait de dire à son mari qu'elle créait son propre cabinet de conseil et qu'elle ne fournirait plus de soutien non rémunéré pour son entreprise. Elle a inclus 3 points d'exclamation et une note indiquant qu'elle avait pris rendez-vous avec Janet pour la semaine prochaine. J'ai souri et répondu avec des encouragements, puis j'ai mis mon téléphone de côté et je suis retourné au plan d'affaires sur mon ordinateur portable. J'avais un nouvel atelier à développer. Celui-ci se concentrait sur la reconnaissance et la rémunération du travail invisible dans les partenariats professionnels. L'ironie de construire une carrière sur une expertise acquise au cours de 15 ans de travail non rémunéré ne m'a pas échappé. Mais l'ironie n'était qu'un autre mot pour les leçons apprises à la dure. Je construisais quelque chose dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite parce que mon nom y était inscrit à l'encre qu'il ne pouvait pas effacer. La fondation était la mienne. La structure était la mienne. Le succès, quelle que soit sa forme finale, serait le mien seul. Et cette connaissance valait plus que n'importe quel toast, n'importe quelle promotion, n'importe quelle validation que William aurait pu m'offrir à ce dîner. J'étais parti et j'avais construit mieux. Si cette histoire de force tranquille et de justice calculée a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Zoé a levé son verre de vin à cette table de dîner et a dit calmement, « C'est la dernière blague que tu feras jamais à mes dépens », avant de partir avec une dignité parfaite. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de personnes qui reprennent leurs valeurs. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.